Yo, what up? Merci d'avoir tune in pour la vidéo. Une petite minute d'attente puis on arrive. Patience. « 30 secondes puis on arrive les chums. Ok, let's go. Hey yo, what it do, les bums? Max Carabine, UFC Edmonton, analyse et prédiction. J'enregistre la vidéo le 24 octobre, donc une semaine et 2 jours avant le gala, puisque à l'heure où vous m'écoutez, je suis en Thaïlande, les amis, ce qui me rend très heureux, évidemment. Puis je ne peux pas m'empêcher de faire un preview quand même de l'UFC Edmonton parce que 3 Québécois seront sur cette carte. L'UFC qui débarque en Alberta. Et voilà, beaucoup de Canadiens sur cette carte, dont nos 3 Québécois actifs présentement dans l'UFC. Il s'agit de Charles Jourdain, de Ayman Zahabi et de Marc-André Barriault. Donc, on est là principalement pour vous parler de ces 3 combats-là. On va faire un petit tour de la carte là aussi rapidement. La voici. Donc, premier combat, Jamie Lynn Hort, la Canadienne contre Ivana Petrovic. On a Chad Annalinger contre Cody Gibson. Siri CD contre Garrett Armfield. Alex Romanov, Rodrigo Nascimento. Jack Shore, Youssef Zalal. Charles Jourdain, Victor Henry. Ariane Da Silva, Jasmine Yazoo de Vicious. Et finalement, pour conclure la carte préliminaire, c'est le boy Ayman Zahabi, gros fight contre Pedro Munoz. Ensuite de ça, on a Mike Malott qui va ouvrir les hostilités sur la carte principale, mais là, je vois que c'est écrit Not Official Bout Order. Donc, possiblement que ce ne sera pas exactement ça l'ordre des combats. Mais bref, Mike Malott contre Trevin Giles. Après ça, on a le boy Powerbar, Marc-André Barriault contre l'Américain Dustin Stoltzfus. Caio Machado contre Branson Ribeiro. Drôle de fight pour Caio. Ah non, Caio, c'est ça. Caio, c'est le... Je l'ai mélangé avec Caio Borraio. Caio Machado, c'est le heavyweight, light heavyweight canadien qui fera ses débuts à light heavyweight. Donc, bonne décision pour lui. Après ça, on a Derek the Black Beast Lewis contre Jonathan Diniz. Co-main event, Erin Blanchfield contre Rose Namajunas. Et finalement, le main event, Brendan Moreno contre Amir Albazi. Pardon. Rapidement, les combats qui ne concernent pas nos Québécois. Je pense que Moreno va battre Amir Albazi. Moreno a pris une bonne pause là, depuis sa dernière défaite par split face à Brendan Royval. Brendan Moreno a enchaîné 4 combats de suite contre Davison Figueiredo, devenu champion, a perdu contre Pantoja, a perdu contre Royval. Donc, il est sur un petit peu une slump, là, mais comme je l'ai dit, il a pris une pause violente de Baby Assassin. Amir Albazi, lui aussi, ça fait longtemps qu'il ne s'est pas battu. Il revient d'une opération. Plutôt, fait que les deux vont être un petit peu rouillés. Mais je pense que le pace de Moreno, bien meilleur striker, sa boxe, son expérience on the big stage, je pense qu'il va probablement dominer Amir Albazi debout. Albazi, anyway, son game plan, ça va être d'amener Moreno au sol. Mais Moreno, il est très slick, il est très crafty au sol. Fait que je pense qu'il va être en mesure de soit se relever ou de faire plusieurs tentatives de soumission, pas nécessairement en passer une sur Albazi, qui est très bon, là, qui lui aussi s'est frayé un chemin jusque dans le haut du top 5 des 125 livres, puis c'est la preuve que le bonhomme, il est for real, Amir Albazi. Mais ouais, je vois Moreno dominer ce combat-là avec son cœur, gros comme le Mexique, puis sa boxe légendaire. Fait que je pense qu'il va aller chercher une décision. Ça va être un bon fight, mais il va réussir à faire mal debout sur Albazi. Je pense qu'Albazi peut gagner 1 ou 2 rounds là, avec sa lutte, principalement. Mais au final, je pense que Brendan Moreno va en faire assez pour gagner le combat à la décision.
Co-main event, Rose Namajunas contre Erin Blanchfield. Ça va être un bon fight. Honnêtement, c'est deux des bonnes 125 livres en ce moment. Potentiellement que la gagnante est à un combat de la ceinture contre Valentina Shevchenko qui risque d'affronter Fiorot. Après ça, ça pourrait être la gagnante de Blanchfield, Rose Namajunas. Bon combat, honnêtement. Je pense que Rose Namajunas va gagner. Blanchfield est plus grosse, plus physique. Mais une meilleure grappler peut-être que Namajunas, mais je pense que Namajunas justement va approcher ce fight-là. Ce ne sera pas super divertissant, mais elle va kickboxer à distance, plus rapide. Rose, meilleur striker évidemment. Beaucoup plus d'expérience qu'Erin Blanchfield. Blanchfield, on a un petit peu vu son plafond là, à son dernier combat. Quand elle s'est fait battre. C'est contre qui qu'elle s'est fait battre déjà? Erin Blanchfield. C'est un peu fait de pétaille, là, si je me souviens bien, à son dernier combat contre Manon Fiorot. C'est ça, sur un 5 rounds. Puis Rose avait bien fait. Elle avait perdu aussi contre Fiorot, mais justement, là, c'est le kickboxing de Fiorot puis sa physicalité qui avait fait en sorte qu'elle avait dominé Blanchfield. Rose est un peu moins physique, mais je pense qu'elle va réussir à pisser Blanchfield à distance. Elle a beaucoup d'expérience, fait que Blanchfield ne réussira pas nécessairement à faire ce qu'elle veut avec Rose au niveau du grappling. Je pense que ça va être un autre dur combat pour Erin Blanchfield. Puis si Rose est au top et assez bien entraînée, il n'y a pas de doute qu'elle est supérieure à Blanchfield. Fait que je vois Tug Rose Namajunas l'emporter dans ce combat-là. Après ça, y a-t-il d'autres combats intéressants? Derek Lewis contre Jonathan Diniz, ça va se péter dans la face. Hopefully, ça va être un combat de 1 round. Puis Caio Machado contre Branson Ribeiro. Honnêtement, le Caio Machado, le Canadien qui avait gagné un contrat à l'UFC au Contender Series, ça n'a pas super bien été sa run jusqu'à maintenant. Fait que hopefully, il va sortir en force, mais je ne pourrais pas vous dire grand-chose de ce fight-là, bien honnêtement. Puis Jack Shore contre Youssef Zalal sur les prelims, ça devrait être un bon fight pour vrai. Là. C'est deux solides 145 livres. Fait que low-key gros fight, là, Jack Shore contre Youssef Zalal. Là. Arguably, j'aurais peut-être mis ça sur la main card, mais justement, c'est comme c'est pas l'ordre officiel. Ça fait que c'est peut-être là que ça va se retrouver. Mike Malott qui revient depuis sa défaite contre Neil Magny, contre Trevin Giles. Je pense que Malott est supérieur à Giles. Fait que Mike devrait être en mesure d'aller chercher ce fight-là. Mais je suis là pour vous parler des fights des Québécois, les chums, puis c'est ça que je m'apprête à faire. Directos. Le premier, le homie, Charles Jourdain. Premier combat pour Charles Jourdain chez les poids coqs. Les bantamweight. Il va affronter Victor Henry. Victor Henry, probablement que si vous êtes des hardcore fans, vous savez qui est Victor Henry. Pour la plupart d'entre vous, peut-être que vous ne savez pas qui est Victor Henry. Puis c'est normal. Le gars, c'est beaucoup d'expérience, Victor Henry. 24 victoires, 6 défaites. Déjà été champion au Japon, si je ne me trompe pas. Puis, en tout cas, s'est battu longtemps au Japon parce que c'est un disciple de Josh Barnett, vétéran de l'UFC, vétéran heavyweight, un des anciens champions heavyweight de l'UFC, Josh Barnett, qui était une fucking légende. Puis, Victor Henry, c'est son protégé. Très, très, très solide, Victor Henry. Donc, comme je le disais, 24 victoires, 6 défaites. 7 victoires par KO, 8 par soumission. Puis ces 6 défaites sont par décision. Fait que c'est jamais fait finir, le chum Victor Henry. S'est battu au Japon. Énormément d'expérience, là, honnêtement. Là, son Tapology est impressionnant. 30 combats professionnels pour le jeune homme qui est âgé de 37 ans. Donc, presque 8 ans de plus que Charles Jourdain. Beaucoup d'expérience, encore une fois. C'est jamais fait finir. Puis en 24 victoires, il y a 15 finishes. Donc, c'est quand même un gars qui réussit à peu près à finir le 2/3 de ses combats, que ce soit par soumission ou par KO. Ce qui est similaire un peu à notre boy Charles Jourdain. Lui, Charles, il a une fiche de 15 victoires, 8 défaites et 1 contest. Donc oui, là, il y a un petit peu de rouge là, récemment là, sur le Tapology à Charles Jourdain. Tout a commencé... si on revient là, pas trop loin derrière, là, il y a 2 ans et des poussières à peine. Combat contre Shane Burgos à New York, j'y étais. Charles s'est incliné sur la carte des juges, mais a vraiment comme donné tout un combat. 3e round légendaire. On se souviendra complètement péter la gueule à Shane Burgos sur les pieds. Décision majoritaire pour l'Américain. Après ça, Charles il s'en va à Paris affronter Nate Wood, s'incline par décision face à Nathan Wood.
Puis là, j'ai peut-être un petit parallèle à faire. Nathaniel Wood était un ancien 135. Puis mettons là, que tu fais un fight Nathaniel Wood contre Victor Henry. Je pense que j'ai Nathaniel Wood gagnant, honnêtement. Puis Charles avait pas full bien fait contre Nathan Wood, mais avait pas non plus mal fait. Puis Charles, il était pas top shape, là, on va se le dire. Il avait vraiment eu de la misère avec sa coupe de poids. Il avait pris le combat quand même à short notice. Là. C'était 1 mois et demi après sa guerre contre Shane Burgos. Puis il a quand même réussi à donner un fight à Nathaniel Wood. Fait que je pense que Charles va être en mesure de donner du dommage puis du fil à retordre à Victor Henry. Là, après ça, il avait enchaîné 2 victoires, Charles, après sa défaite contre Nathaniel Wood. Avait pris une petite pause. Avait pris genre quasiment 9 mois de pause avant de revenir en action contre Kron Gracie. Gros fight, gros IQ, Charles, qui nous avait montré contre Kron Gracie, évidemment, le virtuose de Jiu-Jitsu de la famille Gracie. Charles qui avait été vraiment, vraiment précis, vraiment conscient dans le combat, qu'il ne pouvait pas donner une chance à Kron Gracie de le soumettre. Puis ça avait été vraiment un très beau combat de Charles qui avait été chercher la victoire. Puis après ça, soumet le Brésilien Ricardo Ramos par guillotine. Le Charles est sur un roll. Il avait d'ailleurs remporté un Performance of the Night ce soir-là contre Ricardo Ramos, un bon petit 50K bonus. Là, après ça, on se souviendra le combat à Toronto en janvier dernier contre Sean Woodson. Sean Woodson qui a juste évité le combat, qui a striké à distance, qui a gardé sa distance, qui n'a pas vraiment fait de dommages sur Charles. Décision split. C'était dur de savoir qui avait gagné le combat. Charles avait essayé un petit peu de lutte vers la fin, ça avait plus ou moins bien marché. Mais c'est vraiment un combat qui aurait pu aller d'un côté comme de l'autre. C'était un non-combat. Le Sean Woodson qui s'est bien pas battu, en fait, dans ce combat-là pour aller chercher la victoire. Puis tu veux pas brawler avec Charles Jourdain, c'est ça que Sean Woodson a fait. Et finalement, Jean Silva, première fois que Charles Jourdain se fait mettre hors de combat via strike. Jean Silva qui le clip sur un uppercut au 2e round. Pas un KO fret, mais tu sais, Charles était ébranlé. Définitivement, l'arbitre est intervenu assez tôt, puis avec raison. Charles qui avait comme fait une faveur un petit peu à Jean Silva, plus ou moins, là, mais Charles qui avait pas froid aux yeux, il a dit « Moi, je vais le pogner, Jean Silva, le Brésilien, que personne veut battre. » Puis finalement, Jean Silva KO Charles, puis Silva prend un fight à genre 1 mois plus tard à peine, short notice contre Drew Dober, puis démolit Drew Dober. Puis Jean Silva est devenu légendaire après ces 2 combats-là. Là, on est yet de revoir Jean Silva dans l'octogone parce qu'il s'est pété les 2 mains, je pense, contre Drew Dober. C'est un vrai maniaque, Jean Silva. Fait que c'est pas des mauvaises défaites pour Charles. Tu sais, Sean Woodson, ça paraissait pas bien, mais c'est vraiment Woodson du haut de ses 14 pieds 3. S'il réussit à. C'est un bon striker à distance. Fait que c'était difficile pour Charles de s'y en approcher. Puis contre Jean Silva, écoute, on peut pas y en vouloir de s'être fait clip contre Jean Silva. Victor Henry frappe absolument pas aussi fort que Jean Silva. Mais Victor Henry est très bon. Il a un style un peu similaire à Charles Jourdain, honnêtement, dans le sens que les deux, c'est des bons strikers, mais les deux sont capables de bonnes choses aussi au sol, avec de bonnes soumissions. Victor Henry a battu Rani Yahya via strike à son dernier combat, mais Rani Yahya est né dans les années 70, les chums. J'exagère à peine. Après ça, no contest contre Javid Basharat, il s'était fait couiller à mort, le chum Victor Henry. Ça allait pas si mal que ça contre Javid Basharat, qui a perdu contre Ayman Zahabi par la suite. Après ça, split decision contre Tony Gravely, une victoire pour Victor Henry. Mais contre Tony Gravely, ça paraît pas super bien. Charles Jourdain est vraiment meilleur que Rani Yahya et que Tony Gravely. Après ça, il a perdu contre Raphaël Assunção. Fait que là, on commence à parler de bonne opposition pour Victor Henry. Puis c'est un combat qui a échappé. Avant ça, il a gagné une décision contre Raoni Barcelos. Une soumission contre Albert Morales avant d'arriver à l'UFC. Fait que ça, il fait quand même pas longtemps qu'il est à l'UFC, Victor Henry. Ça fait presque 3 ans. Ça va faire 3 ans là, au mois de janvier. Puis il n'y a pas de victoire. Il y a une victoire via KO, mais c'était contre Rani Yahya, qui, comme je l'ai mentionné, son prime est bien loin derrière à Rani Yahya. Fait que, honnêtement, ça va pas être un combat facile. Ça va être un 3 rounds, mais je pense que Charles peut gagner une décision. Victor Henry s'est jamais fait finir. Extrêmement tough. Très bon striker. Très bon grappler également. Tout comme Charles. Fait que je pense que Charles,
son début chez les 135 livres. Fait que ça va un gros facteur, c'est qu'est-ce que la coupe de poids va faire à Charles? Est-ce que Charles va être en forme? Est-ce que la coupe de poids va avoir été trop intense et il n'y aura pas super gros d'énergie? Ce serait pas intéressant contre un Victor Henry qui est très, très fort au niveau de son énergie, au niveau du cardio. Victor Henry pourrait faire. Il a déjà fait des 5 rounds parce qu'il a déjà été champion au Japon, si je ne me trompe pas. C'est un gars là, qui est toujours très en forme, qui va toujours dans le tapis tout le long du combat, que ce soit un 3 ou un 5 rounds. Fait que je m'attends à voir Victor Henry debout, mettre un pace constant, aller de l'avant, beaucoup de pression sur Charles. Puis c'est comme ça qu'il va gagner ses combats, Victor Henry. C'est comme ça qu'il a gagné contre Rani Yahya. Avait réussi un peu à imposer son style contre Tony Gravely, mais Tony Gravely avait quand même mis son pied à terre, ce qui fait en sorte que c'est une décision partagée. Fait qu'il y a un juge qui a vu Tony Gravely gagnant dans ce combat-là. Fait que si tu laisses pas Victor Henry venir de l'avant, puis tu peux pas tellement jouer une game de counter-striker contre Victor Henry, parce qu'il est très fort, il a beaucoup de cardio. Il va réussir à te grappler si tu domines les échanges debout. Puis va réussir à te outstriker si tu essaies de l'amener au sol. Il défend bien les takedowns. Avait perdu contre Rafael Assunção. Assunção, c'est un bon, là, il a déjà été dans le top de la division des 135. Puis dans ce temps-là, en 2022, il était un petit peu sur sa fin. Mais le fait que l'UFC lui ait donné Rafael Assunção à seulement son deuxième combat dans l'UFC, c'est preuve qu'il savait que le gars, le bonhomme, il en a dedans, le Victor Henry. Puis il avait battu Raoni Barcelos à son dernier combat. Assunção a battu Victor Henry parce qu'il n'a justement pas laissé Henry imposer son style. Assunção frappe quand même fort. Charles Jourdain frappe extrêmement fort. Fait que les clés de la victoire pour Charles, qui est gaucher d'ailleurs, fait que ça peut venir. C'est définitivement un avantage pour Charles Jourdain, c'est le fait qu'il soit gaucher. Sa main gauche down the pipe, il peut faire du dommage là, au chum Victor Henry. Fait que Charles, il faut qu'il impose son style. Il faut qu'il utilise ses tips pour essayer de rester à distance le plus possible. Magnifique coup de pied, Charles. Il faut qu'il spamme les coups de pied. Pas peur nécessairement d'aller au sol contre Victor Henry. Je pense que les deux vont vraiment comme. C'est vraiment un clash de deux gars qui ont sensiblement le même style. Fait que Charles utilise ses coups de pied comme d'habitude, évidemment. Je pense qu'il peut faire très mal, encore une fois, à Victor Henry avec son striking. Mais ça va être une question de garder son jus. Charles, il faut qu'il réussisse à se pacer pour être en mesure d'être à fond, 100% tout le long du combat. Fait garder sa distance, être capable de circuler, aller de l'avant de temps en temps, sit sur ses punches pour montrer sa puissance à Victor Henry. Il descend d'une catégorie, Charles. Fait que techniquement, il arrive avec un petit peu plus de power. Il va définitivement être plus grand que Victor Henry, un plus gros frame. Victor Henry, c'est un solide, sauf. C'est pas parce qu'il est plus petit qu'il est moins fort que Charles. Je pense qu'au corps à corps, Victor Henry va être très bon. Honnêtement, là, ça va être très serré comme combat. Encore une fois, je pense que Charles peut aller chercher une décision. Je le vois être en mesure de pouvoir striker à distance au premier round, utiliser ses coups de pied, utiliser ses tips, sa main gauche. Il va définitivement avoir des échanges de grappling entre les deux. Je pense que c'est Charles qui risque d'avoir le dos contre la cage, puis Victor Henry qui va le grappler. Ça va être à Charles de faire attention parce que Victor Henry, il a des soumissions. Puis Charles s'est déjà fait avoir par soumission. C'était le Darce Choke de Julian Erosa. Mais on n'a pas le même frame. Le Julian Erosa qui a des bras assez longs pour soumettre 3 personnes du même coup. Fait que je pense pas que Charles va se faire finir par Victor Henry non plus, à moins que le gas tank tombe à flot rapidement. Puis là, je pourrais voir un finish de Victor Henry au 2 ou 3e round. Ground and pound. Si, mettons, Victor Henry a plus une approche de grappler, puis justement de vider l'énergie de Jourdain puis réussir à l'amener au sol, il y a un bon ground and pound quand même, Victor Henry. Mais sinon, si Charles a son énergie là, au sol, il va être en mesure de menacer Victor Henry avec des soumissions. Il va être en mesure de sortir de situations dangereuses. Fait que tout joue sur la gas tank de Charles. Est-ce que Charles s'est entraîné en conséquence du fait qu'il va couper jusqu'à 135 livres? Fait qu'il faut qu'il soit vraiment en forme, encore une fois. J'ai pas de doute. Charles, c'est un pro. Ça fait longtemps qu'il est dans l'UFC. Victor Henry a beaucoup d'expérience, 30 combats chez les pros, mais Charles en a beaucoup plus à l'UFC. Est-ce que ça change quelque chose? J'en suis pas sûr. Parce que Victor Henry s'est quand même battu à Ryzen avant, beaucoup d'expérience. Vraiment très, très, très expérimenté, Victor Henry, à 37 ans. 37 ans commence à être vieux, sauf à 135 livres. Fait que Charles est définitivement le fighter le plus jeune, donc plus de
plus d'énergie, supposément. Là, il va avoir une coupe drastique quand même, Charles, à 135 livres. Mais c'est pas un gros 145, Charles. Fait que, il est allé voir l'UFCPI. L'UFCPI, ils ont dit c'est bon, mon chum. Je pense qu'avec les calculs qu'ils ont fait, ils ont dit 135, tu peux le faire. Fait que je pense que Charles va arriver là. Il va avoir faim, Charles. Ça fait longtemps qu'il n'a pas été chercher une victoire. Il était sur une belle lancée. Ça fait 1 an, en fait, qu'il n'a pas gagné. C'était en septembre contre le chum, le Brésilien là, qui a soumis Ricardo Ramos. C'était le 23 septembre. Fait que ça fait plus d'1 an que Charles n'a pas goûté à la victoire. Ça va être à Edmonton, au Canada. Fait que je pense que Charles va vouloir mettre un show pour les Canadiens. Il va vouloir se reprendre de son vieux combat contre Sean Woodson. Fait que ouais, ça va être bon. Victor Henry a un slick striking aussi. Fait que Charles, faut qu'il fasse attention pour pas trop se lancer dans ses points parce que Victor Henry est rapide, bon counter-puncher. Voyons voir si Victor Henry peut résister à la puissance de Charles. Honnêtement, je vois Charles le drop avec sa gauche, un peu comme il avait drop Lando Vannata. Je pense pas qu'il va être en mesure de soumettre Victor Henry, mais je pense qu'il va en faire assez pour gagner 2 rounds sur 3. Puis j'ai victoire Charles Jourdain, évidemment, là, vous le savez. Là. Mais c'est vraiment un gros fight. Je pense que des 3 Keb, là, c'est Charles qui a le moins bon fight, honnêtement, parce que Victor Henry, c'est pas un gars super connu, mais c'est un gars super bon, vraiment très bon. Il est très, très dur à battre, Victor Henry. Fait que c'est pas un test facile pour Charles pour ses débuts à bantamweight, mais je pense que il y a les outils nécessaires pour rivaliser avec l'expérience puis les skills de Victor Henry. Il va falloir encore une fois que son cardio soit on point, qu'il réussisse à gager son énergie pour être en forme les 3 rounds. Voyons voir comment sa puissance se traduit de 145 à 135. Encore une fois, peut-être que ça va être beaucoup de puissance là, pour Victor Henry. Charles, il faut qu'il utilise beaucoup ses coups de pied également. C'est un combat qui peut se retrouver autant debout, autant qu'au sol. Je pense qu'en grappling contre la cage, je pense que Victor Henry a peut-être un avantage. Je pense qu'en striking, kickboxing, Charles a un avantage. Puis au sol, je pense que ça s'équivaut. Fait que c'est vraiment un gros fight. Charles Jourdain contre Victor Henry. Puis on va être là, on va checker ça. Ensuite, on a le chum Ayman Zahabi qui devrait conclure la carte principale, main event de la carte préliminaire, pardon. Le chum Ayman Zahabi contre gros fight là, pour Ayman contre Pedro Munoz. Pedro Munoz qui est un staple de la division bantamweight. J'ai pas le mot français, là, mais c'est pas un emblème, là, mais on sait c'est qui Pedro Munoz. Ça fait longtemps qu'il est en bantam chez les 135. Il s'est battu contre Chito Vera, s'est battu contre Sean O'Malley. S'est battu contre plein de légendes, là, Pedro Munoz. Dominic Cruz, José Aldo, Frankie Edgar, Aljamain Sterling. Pedro Munoz s'est battu contre les meilleurs. A souvent perdu contre les meilleurs. En fait, a tout le temps perdu contre les meilleurs. Il est un petit peu sur la fin également. Là. Il y a beaucoup de rouge là, lately sur sa carte. Tapology à Pedro Munoz. Il a perdu contre Kyler Phillips, qu'on vient juste de voir perdre contre Rob Font. Puis il a perdu contre Chito avant. Sa dernière victoire remonte contre Chris Gutiérrez. Fait Ayman est à peu près au même niveau que Chris Gutiérrez dans le terme du classement chez les bantamweight. Fait qu'on commence à frôler le top 15. Là. D'après moi, Ayman, là, il est entre le 15 et le 25. Là. Pedro, il est peut-être genre 16-17. Ayman, il est peut-être genre 19-20 en 135. Fait que une victoire contre Pedro Munoz pourrait vraiment propulser Ayman Zahabi tout près du top 15. Puis probablement un affrontement contre un gars du top 15 à son prochain combat s'il réussit à passer Pedro Munoz. Ayman Zahabi a battu Javid Basharat à son dernier combat. Avant ça, il avait knocké mon boy, le chinois, Auri Chilang, avec un gros counter-punch là, puissant. Là, beaucoup de puissance derrière ses punches, Ayman Zahabi. Puis dès le début du combat, là, il avait counter-punch Auri. Puis il avait éteint les lumières là, du chinois. Là. C'était une grosse W pour le chum Ayman Zahabi. Qui s'était pas mérité un Performance of the Night. Non, c'était un left hook, c'est ça. Mais il est sur 4 victoires d'affilée, Ayman Zahabi. Il avait gagné un 50K bonus contre Draco Rodriguez avec un petit peu, c'était similaire. C'était un overhand right. Bam! Il avait knocké Draco Rodriguez. Après ce combat, plutôt farfelu contre Ricky Turcios, mais excellent fight IQ. Ayman Zahabi s'était pas laissé comme hypnotisé par les
les simagrées de Ricky Turcios. Puis il avait gagné pas un bon combat, mais il avait gagné un combat clair contre Ricky Turcios. Après ça, un knocké, mon boy, Auri Chileng, avec un left hook. Fait qu'il avait encore une fois lancé sa grosse droite avec laquelle il avait knocké Draco Rodriguez, mais c'est avec son crochet de la gauche qui a suivi qui a complètement éteint les lumières de Auri Chileng après 1 minute seulement au premier round. Ce qui lui a mené un gros combat contre Javid Basharat à son dernier fight. Javid Basharat, qui était sur toute une lancée, revenait d'une couille attaque contre Victor Henry. Mais avant ça, il était invaincu, si je ne me trompe pas. Là, Basharat. Ouais. Exactement. Fait que c'est sa seule défaite en carrière. Il est 14-1, Javid Basharat, puis sa seule défaite en carrière, c'est contre Ayman Zahabi, qui a encore une fois utilisé son IQ. Combat parfait de la part de Ayman Zahabi. Faisait face à un striker précis, très patient, Javid Basharat, mais quand il frappe, ça fait mal. Il lance pas une strike pour rien, Javid Basharat. Là. Il est très, très précis, frappe très intelligent avec son striking. Il va utiliser des attaques aux jambes, au corps, à la tête. Puis Ayman est arrivé dans ce combat-là préparé. Réussi vraiment à bloquer toutes les attaques de Javid Basharat. Puis petit à petit, il a pris le combat en main avec, encore une fois, sa puissance. Il frappe très fort, Ayman Zahabi. Puis souvent, aux yeux des juges, ben, ça compte pour beaucoup. Les gars qui ne veulent pas vraiment lancer coup pour coup avec Ayman parce qu'ils l'ont vu knocker Draco puis Auri Chileng récemment. Mais un gars qui aime ça brawler, c'est bien Pedro Munoz. Fait que je pense qu'on va avoir le droit à des bons échanges dans la pochette vraiment contre Pedro Munoz. Puis je pense que Ayman va être en mesure de clip le chum Pedro dans un échange là, coup pour coup. Pedro qui se fait jamais vraiment finir. Honnêtement, là, c'est jamais fait finir à l'UFC. Fait que je pense qu'il va être en mesure de prendre les coups de Ayman, mais ça va lui faire mal. Puis chaque fois qu'il va en manger un, ben, sa barre d'énergie va descendre, puis Ayman va juste continuer, va rester patient, va pas nécessairement sauter sur un finish, parce qu'encore une fois, Pedro Munoz est très, très dur à battre. Ayman, il faut quand même qu'il soit conscient que Pedro a beaucoup d'expérience. Mais on dirait que Pedro Munoz, c'est le genre de gars qui a beaucoup d'expérience, mais tu le vois pas nécessairement dans ses combats. C'est tout le temps un gars qui est là pour se battre, puis il aime ça se battre, puis il va pas nécessairement utiliser son fight IQ pour gagner des combats. Il veut juste comme, il est spectaculaire, Pedro Munoz. Puis c'est ce qui lui aura servi souvent durant sa carrière pour se faire un nom puis percer dans les top 15, mais c'est aussi ce qui lui a nuit contre des gars comme Kyler Phillips, Chito Vera, Dominic Cruz, José Aldo. Pas un gros fight IQ, honnêtement, Pedro Munoz. Des victoires par soumission. 9 victoires par soumission quand même. Fait que sa dernière soumission, c'était contre Rob Font à l'UFC. Fait que là, ça remonte à longtemps. 2019. Avait fait toute une guillotine sur Bobby Fontaine, mais aucune chance qu'Ayman Zahabi se fasse soumettre, honnêtement. Là, je touche du bois, là, mais Ayman est tellement intelligent, tellement d'expérience avec une. Il n'y a pas une grosse fiche, là, Ayman. Une belle fiche, mais il n'y a pas une grosse fiche. Il est à 11-2. 11-2. Donc 13 combats seulement chez les professionnels. 11 victoires, 2 défaites. Une défaite contre Ricardo Ramos par spinning elbow. Un knockout violent, mais un combat que Ayman dominait largement. Puis c'est le combat d'après. Ayman était un petit peu timide, puis il s'était incliné contre Vince Morales. Mais c'est ses 2 seules défaites en carrière. Sinon, il a toujours dominé largement ses adversaires. Bon, contre Basharat, c'était pas une grosse domination, mais Basharat est excellent. Puis c'était, encore une fois, c'est son IQ qui lui a servi à aller chercher la victoire. Là. Ayman Zahabi, tellement intelligent, évidemment, coaché par son frère Firas Zahabi. S'entraîne avec les meilleurs, s'entraîne avec Bobby Fontaine, qui a affronté Pedro Munoz, certes, il y a 5 ans, mais je pense que c'est quand même une bonne aide pour Ayman Zahabi. Puis encore une fois, contre Basharat, avait tellement été patient, prudent, counter-attaquait les attaques de Javid Basharat. Un combat serré, mais qui a gagné par décision unanime quand même contre Basharat. Fait que, il est sur tout un rôle. Ayman Zahabi, 35 ans, 36 même, donc un petit peu plus jeune que Pedro Munoz, puis un petit peu moins de millage aussi. Fait que je pense que c'est son temps, c'est son heure à Ayman Zahabi, puis il va pouvoir se faire un nom sur le nom de Pedro Munoz. Grosse opportunité pour Ayman Zahabi, puis je pense qu'il va aller chercher une décision assez claire contre Pedro Munoz. Puis ça va être un sale fight, ça va être un bon fight, mais c'est un fight qui est prenable pour Ayman Zahabi, puis je suis down. Puis finalement, pour conclure, on a Power Bar
Marc-André Barriault, qui est de retour après sa violente défaite contre Joe Pyfer, gros KO qu'il avait subi dans les premiers instants du combat, vraiment. Donc, KO violent, mais pas nécessairement subi beaucoup de dommages physiques, mis à part à son cerveau. Fait que Barriault, toujours en excellente forme physique, affronte un petit peu une version plus beige, pas plus beige, parce que Dustin Stolfus, c'est vraiment comme un Marc-André Barriault, mais une ou deux coches au-dessus. Tu sais, je veux pas dire la version Wish, parce que je pense ils ont quand même pas tant un grand... C'est peut-être la version Amazon de Marc-André Barriault, tu sais. Ils ont littéralement le même style, là. C'est des gars qui ont beaucoup de cardio, c'est des brawlers, ils aiment ça être au corps à corps, puis lancer des punches, puis genre 2 victoires par KO seulement, 6 soumissions, 6 décisions. Donc, plus de la moitié de ses combats se sont terminés en sa faveur par un finish pour Dustin Stolfus. 2 défaites par KO, 2 défaites par soumission, 2 défaites par décision. Donc, 15-6. Donc, un gars qui peut te finir partout puis qui peut se faire finir un petit peu n'importe comment. Même chose pour Marc-André Barriault. Les deux reviennent d'un KO violent. Là. Je parlais, Barriault revient d'un KO contre Joe Pyfer. Chum Dustin Stolfus s'était fait spinning elbow par Bruno Ferreira. C'était de toute beauté. C'était un sale KO là, qui s'est fait faire, le chum Dustin Stolfus. Avant ça, avait soumis Punaele Soriano. Punaele, pas très bon. Barriault est meilleur que Punaele. Avant ça, s'est fait finir via front kick and punches par Abu Magomedov. Magomedov, pardon. Très, très bon. Mais je pense que c'est un gars qui est un petit peu du niveau à Barriault. Fait que bref, ce combat-là, ça va être sale. Ça va être violent, ça va être sanglant. Comme je vous dis, là, c'est deux gars qui ont sensiblement le même style. Un petit peu à l'image de Jourdain et Victor Henry. C'est deux gars qui sont bâtis sur le même frame. Là. Ils aiment ça grinder. Ils ont pas vraiment envie de striker à distance. C'est pas des kickboxers à distance. C'est pas non plus genre des grapplers, des gars de jiu-jitsu. C'est des gars qui vont un petit peu mixer le tout. Il va y avoir du grappling, il va y avoir des coudes qui vont se lancer, il va y avoir des uppercuts. Il y en a qui vont se faire dropper. Je pense que Barriault peut peut-être aller chercher une soumission rapidement, un petit peu comme il l'avait fait contre Jordan Wright. Une guillotine là, de la part de Barriault. Je pense que Barriault, il a ça dans son sac, une soumission. Je pense qu'il peut aussi te TKO Dustin Stolfus. Je pense que l'avantage est du côté de Barriault dans ce combat-là. Je ne sais pas si on a les odds. Non, les odds ne sont pas sortis encore. Mais Barriault qui est définitivement comme le A-side dans le combat. Puis Stolfus qui va essayer de se faire un nom, là, honnêtement. Là, Stolfus, s'il réussit à battre Powerbar, c'est une excellente victoire pour lui. Probablement sa meilleure victoire à l'UFC. Tandis que Barriault ne peut pas vraiment se permettre d'échapper le combat contre Dustin Stolfus. Ce serait vraiment un pas en arrière pour Barriault s'il perdrait contre Dustin Stolfus. Puis je pense pas que ça va arriver. Je pense que Powerbar, man, il va powerbarrer Dustin Stolfus. Encore une fois, les gars qui ont sensiblement le même style, mais Barriault qui est un ou deux niveaux au-dessus. Fait qu'il va réussir à imposer son style. Je ne serais pas surpris encore une fois qu'il réussisse à prendre Stolfus dans une soumission. Finish aussi en TKO, je le vois le plus comme contre la cage uppercut, comme Barriault il sait bien le faire. Là. Ce qui va faire tomber Stolfus au sol, puis ça va être juste comme un mercy stoppage de l'arbitre, Stolfus qui va comme shell out, puis Barriault qui va gagner ça. Là. Fait que honnêtement, j'ai Barriault par finish là, dans ce combat-là, puis sinon, c'est Barriault par décision. Ça va être un bon fight, ça va être violent. C'est un bon match-up pour Barriault style-wise. C'est pas un gars qui frappe fort quand même, Stolfus, mais vraiment pas autant que Njokuani et Joe Pyfer, qui sont les deux derniers qui ont battu Barriault. Puis sinon, Fluffy Hernandez aussi. Barriault, il était là avec des solides là, et tout. Là. Puis Fluffy, fou grappler, peut-être un des meilleurs grapplers dans la division. Dustin Stolfus, vraiment loin d'être un aussi bon grappler que le chum Barriault. Que le chum Fluffy, en fait, pardon. Puis là, Barriault qui revient 2 défaites de suite parce qu'il avait aussi perdu à Toronto contre Chris Curtis. Split decision. Chris Curtis, toujours un tough match-up, un gars qui a beaucoup d'expérience, bien meilleur que Dustin Stolfus, Chris Curtis. Puis ça avait été une décision partagée. Donc, il y a un juge qui avait vu le combat pour Barriault. Barriault qui avait bien fini le fight, là, si je me souviens bien, au 3e round. C'était pas un combat super enlevant, là, mais le 3e avait été pas pire. Fait que c'est ça, Barriault qui a beaucoup d'expérience. Barriault va finir... il va finir le chum Dustin Stolfus. J'en suis pas mal convaincu. Puis ça va être une belle soirée, honnêtement. Principalement pour les Québécois, puis hopefully pour les Canadiens aussi.
gros test, gros tough match-up pour Charles Jourdain là, pour commencer chez les bantamweight. Mais je pense que si Charles est dans un bon état d'esprit, il s'entraîne fort, Charles Jourdain. Je pense que skill-wise, il y a plus comme de talent brut que Victor Henry. Mais Victor Henry, c'est un acharné, c'est un travailleur, c'est un chien. Il va pas donner ça facilement à Jourdain. Ça va être tough à Charles. Il va falloir qu'il pousse, qu'il creuse dans sa tank, Charles, mais je pense qu'il peut le faire. Heyman, c'est son temps, c'est son heure à Heyman. Fait qu'il va aller get le dub sur Pedro Munoz. Puis ça va être une magnifique victoire pour Heyman Zabi. Puis Barrio va faire une bouchée de Dustin Stolfus dans un fight qui va être fan-friendly. Honnêtement, ça risque d'être violent, ça risque d'être sanglant encore une fois. Fait que c'était mes analyses et prédictions de l'UFC est de monotone. Je le répète, cette vidéo est enregistrée le 24 octobre. À l'heure où j'ai mis cette vidéo-là en ligne, je suis en Thaïlande. Je profite de la Thaïlande, les chums. Fait que souhaitez-moi un bon voyage. Puis je vais checker ça. Puis on se voit après les fights. C'est sûr, je vais faire un retour là-dessus, un petit retour bref. Mais je voulais vous enregistrer ça avant de partir pour le magnifique pays de la Thaïlande. J'espère que vous avez aimé ça, les chums. C'est un bon. Honnêtement, j'ai bien aimé cette vidéo-là. Likez, partagez, subscribe, faites les shit. Les abonnés continuent de monter, ce qui me rend bien heureux. On va atteindre les 500 abonnés d'ici la fin de l'année. Si tu check cette vidéo-là, t'es rendu là jusqu'à la fin et t'es pas abonné, mon chum, abonne-toi, les gros. Ça fait bien plaisir. C'est ça, UFC Edmonton, let's go les Keb. That's it.